Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Soniké. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Soniké. Vous suivez Au cœur des acteurs. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Alioune Ndiaye. Monsieur Alioune Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Sow. Vous êtes à Paris pour un petit moment, on s'est croisés dans un événement. Et avant de rentrer déjà dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs soniqués? Mais avec plaisir, M. Sow. Moi, c'est Alioune Ndiaye, expert en développement international, écrivain, auteur de 115 ouvrages sur Amazon et aussi presque 650 chroniques de la participation citoyenne que, effectivement, je produis chaque jour pour les partager. J'ai initié vraiment une tournée européenne et vraiment j'ai bouclé la boucle pour revenir ici à Paris un peu partager avec vous sur ce périple. D'accord. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et évidemment, ça fait un plaisir de recevoir encore un autre invité qu'on va convertir soniqué. Monsieur Ndiaye, vous savez, il y a beaucoup d'Indiaïs qui sont soniqués. Ma propre grand-mère, c'est Ndiaye. Hein? Mais absolument, vous le savez mieux que moi. Dans toutes les ethnies au Sénégal, il y a Ndiaye. Donc Ndiaye, effectivement, moi je suis un descendant direct de Ndiaye Ndiaye. Mon grand-père c'est Mam Samba Ndaw Ndiaye. Oui. Donc la famille Ndiaye est disséminée partout au Sénégal. C'est pourquoi on dit Sénégal Ndiaye, voilà. Dakar Ndiaye. Donc Ndiaye, vraiment, il y a partout. D'accord. Moi j'ai la chance d'avoir une grand-maman, une grand-mère qui est Ndiaye. Là, effectivement, la mère de mon père, c'est une Ndiaye aussi. Mais Ndiaye Halpulaar. Oui, voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Est-ce que vous parlez un tout petit peu soniqué ou vous avez quelques liens avec les sonikara? Non, vraiment, je ne parle pas la langue soninké, mais je sais que la langue soninké est très présente au Sénégal et que véritablement c'est une langue qu'on doit développer parce que moi je suis un militant de la langue nationale parce que si on veut changer effectivement le narratif, il faudrait qu'on puisse quand même inscrire ce changement dans nos propres langues. Mais c'est aussi le but du gouvernement actuel qui travaille dans ce sens de valoriser les langues nationales. Hein. Donc ça s'inscrit dans ce que vous dites. Hein. Mais effectivement, c'est une perspective très intéressante qui participe effectivement de la valorisation de toutes nos langues. Parce que, voyez-vous, la langue est un instrument pour le développement cognitif. Tout ce que tu apprends, si tu l'apprends par le biais de votre langue maternelle, mais l'apprentissage est beaucoup plus facile. En tant qu'enseignant, je sais pertinemment que, effectivement, il nous faut aller à l'école de nos langues africaines. D'accord. Vous êtes enseignant, vous êtes écrivain, mais également aussi formateur. Mais vous êtes surtout en Europe, ou je veux dire ici en France, et partout. Vous étiez d'abord en Italie il y a quelques jours, et pour une série d'événements qui parlent de la diplomatie intellectuelle. Oui. Mais c'est pas très commun cette expression diplomatie intellectuelle. Oui. On va revenir de toute façon pour que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Oui. Et aussi avoir peut-être à revenir sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau de la diplomatie pour que vous puissiez me donner quelques pistes de réflexion et votre point de vue par rapport à ça. Et déjà, votre tournée, là, vous avez été dans combien de pays en Europe? Oui. Pendant combien de temps? Mais moi, je pense bien que effectivement, avant même d'entrer dans le vif du sujet, pour moi, il est important de faire une définition de la diplomatie intellectuelle et après essayer quand même de faire le distinguo entre la diplomatie classique et la diplomatie intellectuelle. Voilà, la diplomatie intellectuelle, c'est la diplomatie de la circulation des idées, la diplomatie de la circulation des savoirs, mais aussi la diplomatie de la circulation des compétences au niveau international. Donc ça n'a rien à voir avec la diplomatie... Non, la diplomatie classique, c'est la diplomatie des États.
Donc, la diplomatie intellectuelle est un pan dans la diplomatie classique. Il n'y a pas une relation duel entre les deux formes de diplomatie. Mais quand même, il peut y avoir une relation de convergence. Mais il y a une convergence systématique parce que la diplomatie classique doit s'appuyer effectivement sur la diplomatie intellectuelle pour son rayonnement. Parce que la communication entre États seulement est insuffisante. Mais concrètement, vous, dans votre travail, qu'est-ce que vous faites exactement dans vos tournées? Non, mais moi, dans mes tournées, ce sont effectivement des actions de participation à des conférences, de participation effectivement à des activités. Vous, par exemple, on s'est rencontrés lors du forum des métiers, n'est-ce pas, et de l'alternance. Et je pense bien que ce sont de ces événements portés effectivement par des associations où moi, en tant qu'écrivain, parce qu'il y a ce qu'on appelle les acteurs de la diplomatie intellectuelle, ce sont les chercheurs, les écrivains, la diaspora. Vous, en tant que véritablement militant de la diaspora, et moi, c'est extrêmement important d'organiser ces formes d'activité. Donc, après avoir identifié effectivement les acteurs, nous, on essaie quand même de participer à des conférences. J'ai été à l'université Cergy-Pontoise pour rencontrer effectivement certains professeurs pour discuter. Parce que, regardez bien, dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle vraiment cette fragmentation. Les crises sont multiples, que ce soit les crises diplomatiques, que ce soit les crises culturelles. Nous allons revenir par rapport aux crises. Voilà. Et votre rapport, justement, votre rapport, il est scientifique, il est intellectuel dans vos tournées. Et quand vous rencontrez qui exactement et vous parlez de quoi? Oui, moi, j'ai l'habitude de rencontrer effectivement la diaspora, la diaspora qui ne doit pas être appréhendée. Donc c'est la diaspora sénégalaise. Périphérie. Que ce soit la diaspora sénégalaise ou africaine. Africaine. Donc voilà, j'ai rencontré aussi universitaires européens. J'ai rencontré des écrivains. Est-ce que vous êtes mandaté par l'État du Sénégal? Non, moi je ne suis mandaté par aucune structure. Moi, en tant qu'expert en développement international, j'ai eu ma formation en Corée du Sud. J'ai eu mon master en développement international. Je me suis dit que je vais prendre l'initiative de porter cela. Et c'est très bien de me poser cette question parce que vraiment, c'est une œuvre colossale. Oui, mais à qui ça profite réellement cette œuvre si vous n'êtes mandaté par personne? Mais ça profite à tout le monde parce que moi je dis que... À travers vos écrits. Voilà, à travers mes écrits. Parce que, voyez-vous, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà écrit 115 ouvrages. Et les ouvrages, peut-être je les... Après, on pourra quand même un peu les consulter un à un. Donc, moi, j'ai écrit d'abord sur le président de la République, parce que Diomaye Faye, j'ai écrit sur son premier ministre, Ousmane Sonko, j'ai écrit sur Sadio Mané, plus qu'un jour, j'ai écrit sur Thione Seck. Donc, j'ai écrit sur la formation. Sur les 115 ouvrages, les 80 portent sur la formation professionnelle. Est-ce que vos ouvrages... je suis un militant de la formation professionnelle et technique. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est pour participer quand même à la circulation du savoir. Parce que la diplomatie intellectuelle, c'est ça. C'est la circulation des idées, la circulation des savoirs, la circulation des compétences. Donc, ça doit être partagé. C'est pourquoi je suis à la recherche de sponsors, par exemple, comme l'UNESCO, comme j'ai fait vraiment cette tournée européenne où l'Europe a été véritablement la première étape. Nous comptons aussi de développer ça au niveau africain avec peut-être le soutien de la Banque africaine de développement et aussi de l'UA pour porter le message de changement du narratif. Parce que le développement ne peut pas se concevoir en essayant toujours de rester à la traîne ou bien, en tout cas, de ne pas mettre en saillie
ses propres valeurs culturelles. Et ceux qui peuvent porter, ce sont ceux qui ont effectivement, ceux qui sentent la culture, qui peuvent porter ces revendications. On doit laisser personne, parce qu'au nom de la souveraineté intellectuelle, la souveraineté cognitive, on doit véritablement porter nos revendications, nos propres revendications. Et c'est dans cette perspective, bon, le précurseur de la diplomatie intellectuelle au Sénégal, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, et aussi d'autres comme mon maître, Souleymane Bachir Diagne, philosophe émérite. Donc, voyez-vous, moi, j'essaie de poursuivre le combat pour la diplomatie intellectuelle. Oui, mais Monsieur Diaye, c'est excellent ce que vous faites, c'est à votre honneur aussi. C'est un travail remarquable qui est à saluer par rapport à ce qu'elle contribue en tout cas dans les associations. Vous avez la dernière fois, vous avez apporté une discussion très pertinente avec certains exposants au forum des métiers et de l'alternance organisé par l'association pour la promotion de la langue soniké, l'APS. Donc vous avez pu échanger avec les présidents, les professeurs Ousmane Bokar Diagana, mais qui nous saluons des passages. Mais il y a quand même des limites par rapport à tout ce travail-là. Vous quittez chez vous au Sénégal, vous laissez femmes et enfants, famille, et vous vous retrouvez en Europe. Vous allez discuter avec les gens, vous apportez une contribution scientifique, vous partagez le travail, mais par la suite, ce travail-là, vous les partagez au niveau de vos écrits. Mais est-ce que vos écrits, vos livres sont des références dans l'éducation nationale au Sénégal, par exemple, ou dans les universités, où on peut réellement sentir cet apport que vous apportez? Oui, effectivement, c'est pourquoi j'ai initié un peu ce périple européen, parce que moi, je suis beaucoup plus connu, n'est-ce pas, sur le plan international qu'au Sénégal. Parce que moi, Mais vos œuvres sont étudiées dans les universités Non, pas encore. Parce que, vous savez, moi, je suis dans la vulgarisation de mes écrits. Parce que, en général, les écrits qui sont effectivement proposés dans les universitaires, en tout cas, c'est des œuvres classiques. Mais moi, j'ai fait des réflexions sur, effectivement, les hommes politiques, sur, effectivement, par exemple, regarde bien, j'ai écrit sur Babacar Touré, la plume de la liberté, pour montrer qu'effectivement, mais est-ce que c'est pas juste icône? C'est pas juste des œuvres pour faire des louanges à certaines... Non, c'est pas pour faire des louanges, parce que c'est pour leur permettre, parce que la postérité écrit sur une personne, mais vraiment c'est une forme non seulement de publicité qui passe au niveau subliminal, mais c'est pour permettre à la postérité parce que l'écriture, ça reste. Les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. Et à travers l'écriture, on pourra véritablement immortaliser toutes les actions que vous êtes en mode. Et ça, c'est le rôle de l'écrivain. L'écrivain, c'est un donneur de sens. C'est quelqu'un qui doit véritablement permettre aux hommes de s'inscrire sur. Alors, pour nous faire une idée déjà de ce que vous écrivez, parce qu'on n'a pas des références ici, on aurait pu les afficher. Mais pour nous faire une idée, qu'est-ce que vous avez écrit exactement sur Sadio Mané, par exemple? Oui, j'ai écrit. Le livre s'appelle Sadio Mané, plus qu'un joueur, une icône. Et ça parle personne. De non, c'est sûr. Sadio Mané, ses différentes prestations, les différents clubs depuis son début jusqu'à... Oui, mais ça, c'est des histoires connues. La presse relate tout ça. Les maîtres pour montrer, pour montrer que son apport, au-delà, par exemple, c'est pourquoi on dit au-delà du joueur, c'est une icône nationale qui a pu contribuer dans le rayonnement, par exemple, de footballistique du Sénégal, mais aussi à travers des actions entreprises dans son village natal de Bambali, où effectivement il est en train de prendre en charge beaucoup de familles. Il a construit là-bas des écoles, il a construit des mosquées, il a construit un stade pour la jeunesse. Donc, ça c'est connu. Tout ça, c'est pour montrer qu'effectivement, un joueur de cette trempe, mais il n'est pas le seul joueur, n'est-ce pas, au Sénégal, qui doit
les autres aussi doivent, ils servent de référence. C'est-à-dire que les autres aussi doivent s'inscrire dans cette perspective pour participer au développement de leur pays. Parce que moi, je dis que c'est un patriote. Oui, mais moi, je veux savoir, quelle est la touche importante qui serait différente, par exemple, d'un article de presse qui parle de la même histoire que vous apportez, par exemple, dans votre ouvrage? Oui, moi dans l'ouvrage, c'est pour magnifier effectivement ces actions, pour que la jeunesse sénégalaise puisse voir en Sadio Mané un modèle de simplicité. Mais ça, il y a déjà la presse qui l'a fait. La presse l'a fait déjà en écrivant sur ses actions. Voilà. Moi, c'est dans cette perspective, au moins valoriser ce qu'il est en train de faire et servir de modèle. Est-ce qu'il y a dans cette valorisation, vous dites, est-ce qu'il y a une espèce de formule que vous donnez, la formule de la réussite de Sadio Mané, par exemple, qu'on peut développer et expliquer scientifiquement pourquoi il a réussi? Parce que oui, valoriser ce qu'il a fait, et ça, tout le monde peut le faire. Mais quand vous êtes un écrivain, vous êtes un prêcheur de savoir et vous partagez le savoir, donc vous devez avoir une ligne qui soit propre à vous, mais qui fait en sorte que vos œuvres soient vraiment utiles aux jeunes. Mais effectivement, aux gens qui les lisent. C'est dans cette perspective. Parce que moi, je suis aussi professeur en développement personnel. Oui. Regardez bien l'exemple de Sadio Mané. Il est parti de zéro à héros. Donc, voyez-vous, c'est un modèle de persévérance, un modèle de résilience, un modèle de résistance, mais aussi un modèle vraiment pour la jeunesse, pour dire que même on peut partir de rien pour vraiment être au sommet de la hiérarchie footballistique mondiale. Et c'est extrêmement important. Moi, ce sont ces valeurs-là que je voulais vraiment partager, n'est-ce pas, aux jeunes, pour dire que c'est un entrepreneur. Parce qu'il est en train aussi d'investir en tant qu'entrepreneur social, au-delà de sa dimension footballistique. Donc, c'est important. Toutes ces valeurs-là sont incarnées par Sadio Mané et qui méritent véritablement qu'il soit considéré comme une icône de la République. D'accord, merci beaucoup. C'est un patriote. Merci beaucoup. Moi. Et pour revenir un peu... Non, on va revenir après, juste faire un petit break pour quelques annonces. Merci de nous suivre sur la chaîne Soniké. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application la chaîne Soniké à retrouver sur App Store, mais également sur Play Store. Vous téléchargez l'application, c'est gratuit. Vous avez la possibilité de voir la télévision, donc la chaîne Soniké en direct, mais également de poster vos événements, vos photos, faire des contributions, des articles sur des sujets qui vous intéressent. Partagez également les vidéos que vous allez trouver sur la chaîne Soniké, mais savoir aussi les heures de prière. Et c'est extrêmement important pour nous. Et vous pouvez savoir à travers l'application la chaîne Soniké les heures de prière partout où vous vous trouvez dans le monde. Il suffit juste d'activer la géolocalisation sur votre téléphone et vous saurez n'importe où dans le monde les heures de prière. Je rappelle que je reçois ici Monsieur Ndiaye, qui est écrivain et qui vient nous parler de son passage ici en France, un parcours très riche où il partage ses expériences. Monsieur Ndiaye, on était au niveau du deuxième point justement qui consiste à parler des personnalités que vous avez écrit, dont vous avez cité, on a pris l'exemple de Sadio Mané, mais également on a parlé aussi de Ousmane Sonko. Mais pour revenir un tout petit peu à ces personnalités-là, mais pourquoi vous choisissez les personnes connues et que vous n'allez pas peut-être à des phénomènes ou des personnes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, qui sont par ailleurs aussi des modèles de réussite. Tout à l'heure, vous avez parlé de la valorisation des langues nationales, mais aussi ça s'est fait de moins en moins, je veux dire, au niveau des écrivains africains. Hein. On a tendance à voir nos écrivains n'écrivent pas assez sur nos personnages mythiques. Et pourquoi c'est là? Oui, bon, vous savez, l'écriture, c'est un choix. Et moi, mon écriture, c'est en fonction de mon niveau d'inspiration. J'ai écrit, comme je l'ai dit, sur beaucoup d'autres personnes. J'ai écrit sur
Serigne Mountakha Mbacké, un guide religieux exemplaire. Contemporain. Voilà. Donc, on a peu d'ouvrages, par exemple, sur Soundiata, sur Samori Touré, sur Lat Dior, etc. Pourtant, quand vous comparez avec d'autres pays, il y a des milliers d'ouvrages sur Mao, il y a des milliers d'ouvrages sur les personnages, disons, plus ou moins historiques de certains pays, mais nous, on ne le fait pas. Oui, mais bon, vous savez, peut-être là, on va laisser ça aux historiens. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus outillés que nous. Ça peut être aussi intéressant en tant que professeur en développement personnel d'utiliser en fait cette force, cette vision de Soundiata. Mais absolument. Et illustrer un peu dans vos. Mais absolument, c'est une bonne orientation et une bonne proposition. Peut-être que nous manquerons effectivement de voir. Mais moi, je dis que c'est c'est de l'histoire, hein, mais nous on est dans ce qu'on appelle l'universalité. Nous, tous les domaines on investit tous les domaines de connaissance, mais on n'exclut pas effectivement, comme vous l'avez si bien dit, hein, de traverser un peu les personnages historiques pour voir effectivement les modèles de courage, les modèles de résilience, les modèles effectivement de résistance. Mais c'est pas aller un peu dans la facilité de prendre les modèles dont tous les documents sont publiés H24 et Sadio Mané ou Sonko, donc on connaît le parcours, l'histoire, et écrire sur ces personnages-là. Est-ce que ce n'est pas se donner de la facilité que d'écrire sur Nelson Mandela, dont on est obligé de chercher un travail, d'approfondir son travail scientifique? Oui, moi je dis que c'est une question de choix. Moi, mes écritures sont dictées seulement par l'inspiration, par un ressenti. Je suis en train de préparer aussi sur d'autres icônes de la République, sur Amadou Mahtar Mbow. Contemporain aussi, dont tout le monde connaît l'histoire. Voilà. Bon, peut-être... Vous n'avez pas... Quelque chose sur Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple? Si, je viens de sortir. Mais justement, le développement professionnel ou personnel vu par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelque chose qui peut parler à des milliers d'Africains. Très bien, vous m'avez marché sur la langue. Actuellement, je suis en préparation de 4 ouvrages qui portent sur, effectivement, Cheikh Ahmadou Bamba, l'homme, le sage, le fondateur. Pourquoi 4 ouvrages? Le fondateur, n'est-ce pas, du mouridisme. Du mouridisme. Ça, c'est le premier ouvrage portant sur Cheikh Ahmadou Bamba. Il y a aussi un autre poème. Parce que si c'est pour parler de ces périples et de pas nous sortir quelque chose de bénéfique en tant qu'être humain, prendre ne serait-ce qu'un exemple au niveau du développement personnel de cette figure historique. Mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas de modèle. Mais c'est une figure historique qu'on doit nous servir de modèle. C'est pourquoi on écrit sur ça. Mais aussi, l'actuel aussi, qui est le prolongement même, n'est-ce pas, de l'érudition de son grand-père, Serigne Mountakha Mbacké aussi. J'ai écrit un recueil de poèmes sur lui. Et aussi sur effectivement le Magal de Touba. Est-ce qu'on a besoin de tout ça, la poésie, etc. Aujourd'hui, absolument, la jeunesse africaine a plus besoin. Mais on a besoin de toutes les formes d'écriture pour essayer quand même d'immortaliser les grandes actions de ces érudits. C'est important. Mais c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne lisent pas. Si votre public... Oui, mais la preuve, c'est parce que donc, voyez-vous, c'est pourquoi ils ne se cultivent pas. La lecture, c'est une discipline intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas quelque part le contenu qui n'intéresse plus? Non, c'est parce que c'est la génération Z, ce qui les intéresse, c'est de surfer. Ils ne lisent plus. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Il faut aussi leur donner Je suis aussi professeur vacataire à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai les masters en création et gestion d'entreprise. Mais je sais pertinemment que les jeunes actuellement ne lisent pas, ou bien ils adoptent une autre forme de lecture. Une lecture où véritablement, il y a effectivement un fossé, entre cette lecture
vraiment qui va vous produire le savoir et une lecture instantanée où vous défilez sans pour autant stabiliser le savoir. D'accord. La lecture est une discipline instrumentale. Il faut lire. Mais quand un intellectuel me dit que moi je suis resté 3 mois sans lire un seul ouvrage, moi je me suis dit que donc vous n'êtes pas véritablement un intellectuel. La lecture, c'est la nourriture de l'âme. Il faut véritablement lire chaque jour. Les jeunes, ils lisent. Mais c'est leur forme de lecture qui est différente. Alors, c'est vous, la lecture numérique. En tant qu'enseignant universitaire, etc., si vous avez aujourd'hui une recommandation à faire à l'éducation nationale ou à l'enseignement universitaire au Sénégal, que direz-vous à ces deux ministres-là, notamment le ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation, pour mettre en place ou pour inciter à ce que les jeunes puissent lire davantage, puisque c'est un problème qui est devenu quasiment un problème national aujourd'hui. Oui, mais c'est un problème national, mais c'est lié à la digitalisation. Mais même avec la digitalisation... Mais c'est ce que le gouvernement actuel pousse. Hein? Aujourd'hui, tout est digitalisé au Sénégal. Oui, tout est digitalisé. Donc vous pensez que cette digitalisation-là peut nous amener à plus de jeunes qui sont moins présents ou moins qui puissent lire moins et qui soient plus présents sur les écrans? Oui, mais moi je dis qu'ils lisent. C'est la génération Z. Voyez-vous, ils peuvent même, avec le téléphone, lire des ouvrages. Donc, il faut, pour moi, changer les formes de lecture. Par exemple, essayer d'avoir des livres qui sont téléchargeables en audio, n'est-ce pas, des liseuses. Tout ça, c'est pour adapter les modes de lecture par rapport au public jeune. Mais regarde bien, en général... Donc ça, c'est une recommandation que vous feriez au ministère concerné? Non, mais moi, je dis que au-delà même du ministre de l'Éducation nationale et aussi de l'enseignement supérieur, mais je suis aussi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je suis à la direction de l'apprentissage. Donc, c'est toute la chaîne éducative qui doit effectivement s'intéresser à la lecture digitale. Il faut changer, un changement de paradigme. Il faut une évolution. Une évolution. Il faut une évolution pour que la lecture, véritablement, qui est une discipline instrumentale, on ne peut pas se passer de la lecture, mais il faut diversifier les formes de lecture pour inciter les jeunes. Et vos livres sont disponibles en numérique? On peut les trouver en Oui, moi, mes livres sont disponibles seulement sur Amazon. N'est-ce pas? Parce que moi, je travaille... C'est en physique, hein? Quand vous téléchargez, c'est en physique. Non, vous pouvez acheter ça au niveau de Amazon. Aussi? Et aussi avec la librairie, les éditions universitaires européennes, Dictus Publicis et Édition Vie. Ce sont mes 3 maisons d'édition qui publient mes ouvrages. Mais bon, moi aussi, il m'arrive, n'est-ce pas, de les reproduire pour permettre, en tout cas à mes amis, d'en posséder, au moins pour la diffusion de mes livres. Mais pour revenir, M. Sow, la lecture, elle est fondamentale. C'est pourquoi beaucoup de jeunes n'ont plus vraiment cette culture générale-là. Hein? Donc, il faut lire. Même avec le téléphone, il faut... Mais pas lire pour lire, mais lire pour découvrir, lire pour accumuler vraiment un savoir qui va vous permettre effectivement mais ça, c'est aussi le travail. Parce que nous vivons dans une société du savoir. Hein? Nous vivons dans la société du savoir, la société de la connaissance. Donc, la lecture, elle est fondamentale. Voilà. Et un peu, je pense bien qu'on va l'aborder. Hein? Un peu, si je peux revenir sur le périple. Hein? Donc, comme je l'avais dit à l'entame, j'ai déjà visité 6 pays. J'ai commencé par Lisbonne, Portugal. Après, j'ai fait Belgique où j'ai visité toutes les grandes villes, que ce soit Liège,
Anvers, Mons, Namur, Charleroi, Bruges. Donc, j'ai visité toutes ces villes-là. Mais aussi, voilà, après cette étape de Belgique, je suis allé en Allemagne, où j'ai un peu visité. D'accord. On va revenir sur vos visites et ce que vous avez fait exactement. On va revenir là-dessus et sur toutes les visites que vous avez eu à faire ces dernières semaines ou ces derniers mois. On se retrouve tout de suite après la publicité. On se retrouve tout de suite après cette page pub. Ici, c'est la chaîne Soniqué, déjà disponible sur mobile. La première télévision Soniqué dans votre poche. Plus qu'une application, nous sommes une télévision en ligne créée par et pour les Soniqués, mais ouverte aussi aux autres. Une antenne culturelle et sociale, active 24 ans sur 24, 7 jours sur 7. Infos à chaud, interviews, débats, reportages, avec une perspective soniquée et mondiale. Que vous soyez au Mali, en Gambie, au Sénégal, en France, aux États-Unis ou en Mauritanie, cette application vous relie à votre communauté. Envoyez vos vidéos, annonces, messages ou participez via les sondages intégrés. Vous pouvez faire entendre votre voix. Vos publications passent d'abord entre les mains de l'équipe, garantie d'un contenu fiable et respectueux. Ne manquez pas le tournant culturel et numérique des Soniqués. Téléchargez l'application La Chaîne Soniqué, disponible sur les stores, l'App Store et Google Play. Rejoignez le mouvement La Chaîne Soniqué, unir les cultures. Retour sur le plateau de la chaîne Soniqué, toujours accompagné de Monsieur Ndiaye, écrivain qui fait une tournée ici en Europe où il nous parle de son parcours dans tous ces pays. Bon, Monsieur Ndiaye, il est venu avec quelques livres qu'il va nous présenter. On va vous laisser, Monsieur Ndiaye, nous dire qu'est-ce que vous avez apporté pour les téléspectateurs ou les viewers de la chaîne Soniqué, parce que vous savez, nous sommes diffusés aussi sur une application dédiée, en tout cas, pour cette chaîne. Alors, vous avez quelques ouvrages là, il s'agit de quoi exactement? Oui, voilà, donc je vais vous présenter globalement et rapidement les quelques ouvrages que j'ai avec moi. Voilà, il y a les livres portant... La caméra est devant le côté. Hein, voilà. Oui. C'est un livre prémonitoire, un livre sur le président Bassirou Diomaye Faye. Prémonitoire, vous avez dit? Oui, parce Donc que... vous l'avez écrit avant son accession au pouvoir? Je l'avais écrit au mois de mars. Regarde bien, mars. Mars, c'est quelle année? Mars 2024. Oui, il était déjà élu. Oui. Non, on l'a eu en avril. Oui. C'est au mois de mars 2024. Oui. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi moi je dis que c'est un livre prémonitoire. Parce que vraiment, voilà, en tout cas, ce livre, il parle de quoi exactement? Vous avez prédit certaines choses avec le président Faye? Voilà, avec, quand à un moment donné, quand on a vu le déroulement, n'est-ce pas, des actions, mais on a vu qu'effectivement, Pastef était devenu incontournable parce que c'est ça aussi, un écrivain, il a véritablement cet aspect un peu de vouloir prédire un peu ce qui se passe, mais on n'a pas véritablement... moi je dis que c'est avec... c'est un don de Dieu, parce que on a toujours... mais bon, ça, est-ce qu'on peut parler... flair, quoi. On peut parler de la prédiction, si c'était quand même visible que les Pastef avaient les vents en poupe et qu'ils étaient favoris pour arriver au pouvoir. Donc il n'y avait rien de visionnaire. Tout le monde était presque certain qu'ils allaient gagner les élections. Mais c'était pas évident, parce que, vous savez, le destin aussi, c'est important. Mais dans le déroulement des choses, nous avions vu vraiment que, voilà, peut-être, parce que d'autres scénarios pouvaient se présenter, n'est-ce pas? Par exemple, si on l'avait empêché de participer avec Ousmane Sonko, mais moi je dis que on aurait pu avoir d'autres scénarios, n'est-ce pas? Mais quand même, dans le déroulement des choses, nous avions vraiment un peu parlé aussi du projet
Hein? Il y a certains qui disent que le projet, ça n'existe pas. Avec tout le projet est inscrit dans le livre. Dans ces livres-là de quelques pages, il y a tous les projets tout le projet de PASTEF. Voilà. Et il y a aussi un livre aussi qui vraiment... Mais avant de passer sur le deuxième livre, celui-là, là, on le retrouve où? Non, ça, on le retrouve au niveau de Amazon. Ou bien aussi, on peut le retrouver, n'est-ce pas, avec moi, j'ai produit beaucoup que je vends moi-même, n'est-ce pas? Donc, on peut le retrouver au Sénégal. Donc, Inch'Allah, sous peu, je vais rentrer à Dakar. Donc, il y a aussi le livre Serigne Mountakha Mbacké, un guide religieux exemplaire pour le Sénégal. Il y a aussi les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Vraiment, c'est un livre. Et ça, c'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi. Tous les livres, les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Oui. Donc, où on a véritablement montré que la digitalisation est devenue incontournable dans ce monde moderne. Nous vivons un monde digitalisé et avec aussi l'apport de l'IA qui est en train de révolutionner beaucoup de métiers. Il faut aussi éviter de rater le train en tout cas, de la digitalisation, le train de l'intelligence artificielle. C'est important. J'ai écrit, comme on dit, sur Thione Ballago Seck, le père de Wally Seck. J'ai écrit sur lui. Parce que, comme je l'ai dit, moi, toutes mes écritures, c'est à travers les inspirations. C'est un ressenti. Après sa mort, moi, je dis que pour le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, parce que c'est une icône, n'est-ce pas, de la musique sénégalaise, j'ai écrit sur lui, Thione Seck, le poète de la musique sénégalaise. C'est important. La problématique du genre dans la formation professionnelle au Sénégal. Oui. Donc, nous sommes dans le gender mainstreaming, c'est-à-dire le processus d'empowerment des femmes. Les femmes ne doivent pas, dans le rendez-vous du développement, laisser en rade. Elles sont au cœur de la transformation de ce pays. C'est pourquoi j'ai essayé de montrer leur apport dans la formation professionnelle. Parce que nous, on a l'habitude de dire que les femmes, elles doivent rester à la maison. Mais dans l'acquisition des métiers, elles doivent être au cœur. Donc, c'est important. Les fondamentaux du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc, j'ai écrit effectivement, même avant qu'on puisse étraîner les premières productions de pétrole, pour montrer que il faudrait éviter la malédiction des ressources, comme certains pays sont victimes. Donc, c'était une manière de tirer la sonnette d'alarme sur l'importance d'avoir ces ressources qu'on doit mobiliser pour le développement de notre pays. Et réinventer l'économie sociale, solution de l'économie sociale et solidaire face aux défis contemporains. Ça, c'est mon 5e livre sur Amazon. Mais c'est un livre vraiment que j'aime bien parce que c'est un livre où j'ai fait la rencontre, effectivement, du ministre de l'économie sociale et solidaire. Et lors de la présentation vraiment du livre, non seulement il m'avait soutenu, mais aussi il avait vraiment, en tout cas, son chargé de com a vraiment parlé beaucoup de sujets sur l'économie sociale et solidaire. Mais aussi, ce qui marche aussi le plus, c'est que le Sénégal, en 2026, le gouvernement, l'année 2026 est déclarée année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Et le Sénégal va organiser au mois de juillet le FORAS, le Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est important. Et je fais partie des membres du comité scientifique de
du Forest, le forum, n'est-ce pas, de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire est au cœur de la transformation de notre pays. Parce que nous sommes dans un pays où l'économie classique a fait ses preuves. Les gens qui sont devenus plus riches deviennent plus riches. Donc, l'économie sociale solidaire prône un changement de paradigme où effectivement des valeurs de solidarité, de partage des ressources, pour que le développement puisse impacter la collectivité. C'est important. Et j'ai écrit aussi, même beaucoup des livres sont traduits aussi en italien. Ici, je l'ai présenté en Italie, au niveau de la commune de Brescia. Il formatore in mondo che cambio. Donc, et ça veut dire quoi exactement le formateur dans un monde en mutation. Le statut du formateur a changé. D'accord. Et le dernier livre porte sur Ousmane Sonko, la controverse politique au cœur du Sénégal moderne. Ousmane Sonko est représenté comme vraiment figure de la transformation, comme quelqu'un, effectivement, à travers Pastef, vraiment incarne la révolution. Donc voilà. Arrêtons-nous un peu sur ce livre-là, sur Ousmane Sonko, dont vous décrivez comme un révolutionnaire qui attise vraiment la controverse politique au cœur du Sénégal moderne. Est-ce que ce n'est pas réellement le contraire de ce qu'il est en train de nous montrer actuellement? Non, c'est pas le contraire. Ousmane Sonko, pour moi, il est toujours dans sa ligne de promesse, effectivement, des Sénégalais. Il a promis la révolution. Mais il n'y a pas de révolution. On ne peut pas parler de révolution. Non, mais vous savez, la révolution, on ne peut pas la réaliser quand même en 2 ans de pouvoir. Moi, je pense bien que avec tout le système qu'on est en train de faire, avec le Sénégal, la vision 2050, même en 2050, on ne pourra pas vraiment atteindre vraiment la vitesse de croisière de la révolution. Mais au moins, Monsieur Sow, les actes qu'on pose sur la question de la gouvernance, parce que je ne vous ai pas présenté, mais moi j'ai écrit le livre sur Macky Sall, un livre de 360 pages qui s'intitule Macky Sall, un génie politique à la croisée des chemins de l'émergence, pour dire qu'effectivement il a réussi le hard, il a échoué sur le soft. Donc le pouvoir, c'est un éternel recommencement. Donc pour moi, Ousmane Sonko avec le président Bassirou Diomaye Faye, au moins ils ont mis en avant on va une stratégie qui a permis effectivement de renforcer la bonne gouvernance. On va s'intéresser un tout petit peu à cette question politique. Vous savez, cette émission, la particularité, c'est une émission transversale où j'ai le plaisir de recevoir certains politiciens. J'ai reçu des ministres ici, j'ai reçu les députés de la diaspora, et j'ai reçu plein de personnalités politiques des PASTEF, mais également de l'opposition qui viennent de temps en temps s'exprimer ici quand ils sont en passage à Paris. Et pourquoi vous dites que le président Macky Sall a réussi vous avez dit il a échoué le soft? Il a réussi sur hard, mais il a échoué sur le soft. Le soft. C'est quoi ces concepts? Voilà, il a réussi sur le hard. Du point de vue des réalisations, en 12 ans de pouvoir, au moins, avec le budget qui a avoisiné les plus de 60 000 milliards, le président a fait des réalisations énormes. Bon, peut-être on peut, pour certains, ces réalisations sont teintées peut-être de surfacturation, mais au moins du point de vue des réalisations physiques. Moi, je suis au niveau de Diamniadio. Partout, bâbord, tribâbord, là où vous situez, vous voyez les différentes réalisations. Donc, on ne peut pas dire que, pour moi,
c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle de dire que... On peut qualifier cela des réalisations majeures compte tenu de... Mais effectivement, c'est des réalisations... pharaoniques, c'est plutôt les réalisations minimes par rapport au coût. Mais effectivement, par rapport au coût, il a fait le minimum. J'ai dit, c'est pourquoi, au moins, mais ces réalisations ont impacté sur le devenir des Sénégalais, il faut le dire. Ils ont impacté dans quel sens? Dans le sens, effectivement, de l'appropriation par la communauté. C'était des infrastructures qui n'existaient pas ici au Sénégal. Mais qui ne bénéficient qu'à moins de 2% de la population. Oui. Il n'y a pas d'impact réel dans... Non, mais si... Bon, vous pouvez me dire que, vous savez, c'est une question d'approche et de... Moi, je suis dans le développement. Je sais pertinemment que, par exemple, mobiliser effectivement les terres pour essayer quand même de développer le train express Sénégal, peut-être Bamako, était beaucoup plus quand même utile, n'est-ce pas, que par exemple Dakar-Diamniadio, c'est... On aurait pu nous mettre un bus ou un tram, ça aurait pu faire régler les problèmes. Mais absolument. Et là, nous gaspillons beaucoup d'électricité pour à peu près quelques kilomètres de trajet. Mais moi, je dis que c'est une question simplement de considération et de ressenti. Oui, mais il y a certains qui sont effectivement à Dakar, ils ont dit que vraiment, ça leur impacte parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça règle le problème du transport. Mais il y avait d'autres choses qui pouvaient aussi impacter. Non, mais donc, c'est que ça la vie. Il faut toujours faire effectivement le distinguo. Il faut faire des choix. Et tout choix, effectivement, il y a des interprétations diverses, convergentes, divergentes. C'est normal. Mais moi, je surfe sur quoi? Sur les gens qui disent que le président n'a rien fait. Il y a certains qui disent ça. Moi, je dis ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je ne suis d'aucun parti. Je ne suis d'aucun parti. Moi, je suis un intellectuel libre et quelqu'un qui est vraiment en détachement par rapport à la chose politique. Moi, je suis dans le développement. Mais les jeunes, nos jeunes dirigeants, quand même, il faut le dire, hein, ils ont pu réaliser, ils sont en train de faire quelque chose. Mais il y a d'autres... Je vais faire un peu l'avocat de ce qu'ils disent qui n'a rien fait. Mais quand vous êtes jeune au Sénégal aujourd'hui et que vous vous retrouvez à vivre les mêmes questions, vous êtes à régler en tout cas les mêmes problèmes et les mêmes questions qu'il y a 10 ans avant l'arrivée de Macky Sall, cela montre aussi que voilà, il a pas apporté ce dont les Sénégalais lui ont demandé. C'est-à-dire les Sénégalais l'ont élu pour autre chose et il nous a présenté, il nous a apporté autre chose. Oui, mais... C'est pour cela que les gens, c'est légitime que les gens disent qu'il n'a rien fait, puisqu'ils n'ont pas senti cet apport dont ils ont sollicité au moment d'aller voter pour lui. Oui, absolument. Moi, je dis que on peut les comprendre et voilà, moi, je leur donne quand même, je leur confère quand même toute la rigueur là pour apprécier, parce que c'est une question d'approche. Mais moi, c'est pourquoi j'ai dit que Macky Sall a échoué sur le soft. Parce que sur les questions d'instrumentalisation de la justice à des fins de propagande politique, il n'a pas réussi. Ce que nous avait promis aussi, la patrie avant le parti. Non, on ne l'a pas réussi, n'est-ce pas? Et aussi la gouvernance sobre et vertueuse qu'il nous a présenté. Regardez bien avec les problèmes qu'on est confrontés, que le parti passé a confronté, hein, avec des dettes, avec des crises sur le plan international. Mais c'est sous la responsabilité du président Macky Sall. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Dans ce cas-là, on peut pas lui attribuer la réussite du siècle au Sénégal. Non. Parce que j'ai dit, c'est pas la réussite du siècle. Ces réalisations, de manière générale, sont plutôt néfastes et négatives. Oui, mais non, ça c'est une question d'approche. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les partisans des Pastef qui l'ont dit. Hein. Oui. Moi, je suis comme vous, je suis pour personne. Très bien, voilà. Moi, je ne suis pour personne aussi, mais c'est pourquoi mon angle d'analyse est teinté d'objectivité. Parce que moi, je ne suis ni de d'accord. Parlons doucement de Sonko. Simplement. Oui. Parlons doucement de Sonko. Est-ce que je ne peux pas chuter par rapport à Macky Sall? Terminer un peu sur, effectivement, le soft. Parce que, vous l'avez dit, hein, à l'entame, actuellement, l'immigration clandestine
effectivement, gagne du terrain, même avec l'air, n'est-ce pas? Mais ça, c'est depuis toujours, donc il n'y a pas de... Voilà, donc c'est un problème qu'on ne règle pas, alors que la jeunesse est là, mais il y a des perspectives pour la jeunesse. En tout cas, moi, je suis porteur, n'est-ce pas, des idées, des actions de formation en direction de la jeunesse du Sénégal. Parce que, en tant qu'agent du ministère, dans mon périple, j'ai eu à glaner beaucoup, n'est-ce pas, de connexions, d'informations pour aider vraiment la jeunesse sénégalaise à trouver une planque. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et de possibilités. Merci, monsieur vraiment Sow, de vos relances. Mais c'est important parce que c'est comme ça. Hein, moi, je suis très bien allé dans cette Merci discussion. beaucoup, monsieur Ndiaye. Nous allons marquer une courte pause. On revient tout de suite après cette pause. Miss Ronde internationale deuxième édition. On a la présidente avec nous ce soir, Bettina. Hello Al. Comment tu vas? Bienvenue. Mamadou, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Al. Il faut savoir que la honte a changé de côté. Et il est vrai que quand elles arrivent, elles n'ont pas forcément la posture qu'elles ont à la finalité. Miss Ronde internationale, ça a été un tremplin. Ça m'a énormément apporté. Non, mais quand elle dit agitée, je pense qu'elle parle surtout d'énergie. Vous, en tant que reine de beauté, ambassadrice du Cap-Vert, quels sont vos projets pour votre pays d'origine? Ça a été aussi avec de la bienveillance. Elles se sont beaucoup soutenues, elles se sont énormément respectées. Je continue à poser des questions. Hein, parce que... représenter Haïti de façon très créative. Je me suis donné à fond sur scène et j'ai vu les gens qui applaudissaient et ça me donnait encore plus la motivation de mieux faire. La pression est redescendue totalement. Et on s'est épanoui, on s'est amusé. Faites comme nous, hein, c'est le message fort qu'elle a envie de nous lancer ce soir. Béatrice, Miss Ronde Internationale édition 2026. Bettina, merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire. C'était Al pour vous accompagner dans ce premier numéro du Grand Talk, le talk show des diasporas. Rendez-vous très très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Ciao, ciao. Retour sur le plateau de la chaîne Soniké au cœur des acteurs, toujours avec monsieur Ndiaye, écrivain qui fait une tournée en Europe pour parler de ses activités. Nous étions justement sur la partie politique. Nous évoquions les problèmes des réalisations, je dirais problème plutôt les solutions ou ces débats autour des réalisations du président Macky Sall. Vous avez écrit également sur Ousmane Sonko. Dont vous décrivez des révolutionnaires. Tantôt on l'a dit, hein, moi, on peut pas parler aujourd'hui des révolutions. Vous m'avez dit, oui, une révolution ne s'est fait pas en 2 ans. Alors, mais pourquoi il s'est fait même proclamer par ses partisans comme les gardiens de la révolution. Alors, à quand le résultat de cette révolution, sachant qu'aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 ans que Pastef est au pouvoir. Et les Sénégalais continuent à pleurer. Il n'y a aucun changement. Et vous avez certes dit, oui, les actes sont posés, mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que le Sénégal, tous les présidents qui sont passés au pouvoir posent des actes. Mais les résultats et les solutions se font toujours rares et on ne voit rien. Mais ce qu'on demande aujourd'hui en tant que Sénégalais, vous êtes universitaire, professeur à l'université, vous travaillez pour un ministère, donc vous êtes un agent de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, avec tous ces actes posés, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas aussi de résultats, on ne voit rien du tout? Oui, mais bon, moi je dis que M. Sow, après les 2 ans de pouvoir, moi je dis qu'on voit certains acquis. Moi, en tout cas, je suis comme tous les Sénégalais qui, effectivement, avec les difficultés, pense qu'effectivement, ceux qui nous gouvernent n'ont rien fait. Moi, je dis que c'est tout à fait le contraire. Ils sont en train de travailler pour solutionner les problèmes des Sénégalais. Oh, mais ça fait 40 ans qu'on attend les solutions. Mais en 2 ans de pouvoir, regardez bien, il y a beaucoup de présidents qui ont fait véritablement plus de 10 ans au pouvoir et que effectivement, ils n'ont pas pu quand même réaliser beaucoup de choses. Mais eux, au moins,
2 ans de pouvoir, pour moi, ils ont pu changer un peu les choses. Mais moi, je dis que ils ne sont Qu'est-ce que des qui a changé concrètement ils ne sont que des qui devient là en 2026 aujourd'hui, nous sommes au mois fin avril. Qu'est-ce qui a changé concrètement et qui impacte de manière positive sur la vie des Sénégalais? Au moins, ils ont essayé de mettre le pays sur la rampe de la transformation en essayant d'abord d'avoir une vision. Mais ça, tout le monde l'a eu. Hein. Macky Sall, il avait une vision Sénégal 2030. Le président Wade avait son programme. D'une planification qu'on va... Mais tous les présidents dans le gouvernement ont eu ces visions-là, de long terme, etc. Wade nous avait d'ailleurs promis de transformer en 2010 de Dakar comme Paris. Hein. Oui, effectivement. Aujourd'hui, Dakar ressemble toujours à un village fait au fond de la Bretagne. Hein. Oui, mais moi, je dis que c'est toujours... l'espoir. Et avec, effectivement, nos nouveaux dirigeants, je pense bien que, voilà, il y a une certaine forme de gouvernance sobre et vertueuse, n'est-ce pas, qui est en train, en tout cas, de... Théorisée par le président Macky Sall. Non, mais au moins théorisée mais pas incarnée par lui. Parce que ce qu'il nous a laissé là, c'est pas de la gouvernance sobre et vertueuse. Il faut le dire. Moi, je dis les choses telles que sont. J'ai pas d'air sur ça. Mais au moins, eux, ils ont mis en avant les fondamentaux pour, effectivement, essayer de mettre le pays sur la rampe de la bonne gouvernance. Selon vous, quels sont les fondamentaux qu'il manquait qui vont faire en sorte que le pays va se retrouver sur les rails du développement? Mais c'est les fondamentaux qu'ils ont déjà posés. Hein. Je ne parle pas ce qui est dans ce que vous avez mis dans votre livre ou ce qu'eux ils ont pu théoriser sur le papier. Oui, mais au moins, si regardez bien, ils ont mis en avant, par exemple, un plan de presque donc au plan pour restructurer un peu l'économie et économique et sociale pour un peu redresser la situation. Parce que vous savez, en 2 ans, vous ne pouvez pas mettre le pays en marche. Parce que 2 ans, nous qui sommes spécialistes de projet, quand vous venez avec un projet bien déterminé, il faut au moins faire ce qu'on appelle une analyse de la situation, une évaluation d'abord pour après mettre en place. Mais monsieur Diaye, l'analyse de la situation, on ne le fait pas quand on arrive au pouvoir. Et justement, c'est ça le travail d'un politique. Et avant de se présenter aux élections, vous analysez d'abord ce qui se passe. Donc, ils ont eu le temps d'analyser avant d'arriver au pouvoir. Donc, ils avaient des données. Ils savaient comment qu'est-ce qu'ils proposaient comme solution. D'ailleurs, leur programme s'appelait Solution. Ils savaient ce qu'ils proposaient aux Sénégalais. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir, et c'est à ce moment-là que vous commencez à analyser ce qui se passe. C'est vrai, vous avez de nouveaux paramètres que vous allez tenir en compte parce que vous n'aviez pas accès aux informations, certaines informations en tout cas chiffrées, mais vous aviez quand même en ligne de mire et là en vision la situation économique, sociale ou socio-économique du pays pour pouvoir proposer un plan qui se traduise par des promesses électorales. Donc, Pastef connaissait les problèmes du Sénégal. Oui. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a l'impression, c'est quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils découvrent les problèmes du Sénégal. Oui. Et qu'ils nous disent les problèmes du Sénégal, c'est ceci et c'est ça. Oui. Donc on les a élus en quelque sorte pour qu'ils puissent solutionner les problèmes qui ont été identifiés avant qu'ils arrivent au pouvoir. Oui. Et aujourd'hui, 2 ans après, force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il y a beaucoup de choses. Hein? À part poser certains actes, les mêmes actes que les gens posent depuis 40 ans, on ne voit pas des changements impactant réellement dans la vie des Sénégalais. Oui, mais moi je dis là vraiment, je ne partage pas vraiment votre analyse pour dire que dès l'entame. C'est pas mon analyse, hein. Non, je me fais l'avocat. Je me fais l'avocat. Absolument. Des gens qui font les reproches. Absolument, je vous comprends. Voilà. Tout à l'heure, je n'ai pas été non plus tendre avec les réalisations du président Macky Sall. Oui, absolument. Je me fais. Non, je vous comprends parce que vous êtes dans une posture vraiment
bon, la meilleure de posture. Hein? Voilà, c'est important. Mais moi, je partage un analyste quand même des faits politiques. Regarde bien, Ousmane Sonko, il avait, même en n'étant pas au pouvoir, il avait mis en avant son livre Solutions. Et après... Et pourquoi ne pas appliquer directement les solutions? Mais ils sont en train quand même, n'est-ce pas, à travers le projet de transformation. Mais ils n'ont que 5 ans de mandat. Et là, je pense quand est-ce qu'ils vont appliquer la solution? Ils sont dans le bon chemin. Peut-être moi, là où le bas blesse, et ça, franchement, je ne partage pas. Parce que moi, je ne suis pas dans les bottes. C'est pas de la poudre aux yeux. Non, c'est pas de la poudre aux yeux. C'est que moi, je dis que j'avais bien quand même compris ce tandem de co-management. Je fais partie des premiers qui sont partis dans les plateaux pour défendre le co-management entre le président et le premier ministre. Pour ensemble, véritablement, c'est un fait historique. Dans le monde entier, il n'y a pas la dualité au pouvoir. Mais ça n'existe plus maintenant. Mais il y a des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des problèmes. Parce que moi, je dis que pour la transformation de ce pays, on a besoin de ce tandem pour inscrire notre pays sur la rampe de l'émergence. Mais avec des problèmes d'ego, avec des problèmes de divergence, avec des problèmes politiques pour l'ornier 2029, les gens ne travaillent pas au sommet. C'est ce que je déplore et je le déplore. Parce que je me suis dit que ce pays-là nous appartient et il y a des promesses qui ont été faites sur la base, effectivement, des acquis des autres. Il faut respecter ça. Les Sénégalais sont fatigués. Il y a beaucoup de problèmes. Mais ça ne veut pas, ça ne dédouane pas que, effectivement, les gens, ceux qui sont au sommet, ne travaillent pas. Ils sont en train quand même de jeter les bases d'une transformation. Mais pour le bien de tous, est-ce que les premiers ministres ne devraient pas démissionner? Bon, pour moi, je pense bien que... Pourquoi démissionner? Pour moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Ils doivent travailler toujours de concert. Bien vrai qu'il y a des divergences. Bon, mais ces divergences... Ce qu'on voit, ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien de travailler avec quelqu'un avec qui vous êtes en opposition permanente, surtout. Oui, mais là, c'est le président qui peut seulement apprécier la situation et prendre la mesure qui est la plus importante. En tout cas, les Sénégalais l'ont élu pour effectivement qu'il puisse quand même changer, en tout cas, pour changer ce pays. Mais moi, en tout cas, ce que je prône et que je pense foncièrement, c'est que cette connexion entre le Premier ministre et son président, essayer de travailler pour régler les problèmes des Sénégalais. Surtout des problèmes aussi les problèmes sociaux, les problèmes pour le chômage endémique des jeunes, les femmes qu'on doit accompagner pour avoir des formations et aussi mettre en place des micro-entreprises pour travailler. Il faut surfer sur, effectivement, les aspects sociaux. C'est important. Mais moi, je dis que on n'est pas familier en tout cas avec cette vision où le pouvoir est partagé. C'est pourquoi qu'il y a des problèmes. Même ils doivent transcender leur ego pour se retrouver autour de l'essentiel, pour bâtir ce pays. Mais moi, je dis autre chose, M. Sow, que le développement aussi, c'est une question de mindset. Est-ce que nous, Sénégalais, on est prêts à changer notre mindset? Oui, les Sénégalais veulent le développement. Non, j'ai dit, ils veulent le développement, ils veulent les changements. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Sénégalais ne veulent pas le développement. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. Et justement, c'est ce qui prouve aussi qu'ils sont conscients des enjeux et ils veulent le développement. Et c'est pour cela qu'ils votent d'ailleurs. Mais absolument. Et qu'ils changent les présidents de manière démocratique. Savent très bien voter. Oui. Mais savent très bien voter. Mais moi, je dis que quelque part, le développement, si on veut véritablement le développement,
il faudrait Est-ce que ça, c'est pas facile d'accuser les Sénégalais? Non, je n'accuse personne, parce que moi, je suis Sénégalais et je suis un défenseur. C'est pas quand même l'échec des Sénégalais, c'est l'échec de ceux qui les dirigent. Je suis un défenseur, effectivement. On ne peut pas dire que les Sénégalais ne veulent pas le développement, puisque c'est dont on a élu pour qu'ils puissent justement apporter ce développement échoue et accuse. Et très souvent, c'est un discours qui revient très souvent dans l'univers politique sénégalais, c'est qu'ils sont élus pour apporter des solutions, échouent et accusent les Sénégalais de ne pas vouloir le développement. Oui. Mais moi, c'est pas un peu facile de non, c'est pas... Pour moi, je ne lance pas des... Parce que moi, je suis un Sénégalais, n'est-ce pas, qui respecte effectivement la volonté populaire. En général, le mal, et ça, moi, je le dis, sans aucun gars, c'est que ce sont nos hommes politiques. Il faut le dire. Parce que avec toute la confiance du peuple sénégalais, ce sont eux qui, en tout cas, qui ne respectent pas tout ce qu'il faut pour le développement, en tout cas, des Sénégalais. Mais entre-temps aussi, il faut dire que le développement ne peut pas se faire seulement avec ces leaders-là. Non, le développement, c'est un sursaut. Cette transformation est possible avec la conjonction de toutes les forces des Sénégalais. Monsieur Ndiaye, et là, je ne partage pas forcément votre analyse dans ce sens. Quand vous êtes un leader, vous êtes un chef de famille, vous êtes le père de la nation, quand même, vous êtes président de la République, c'est vous qui devez impulser cette vision-là. Oui. C'est vous qui devez faire comprendre aux Sénégalais la route qu'il faut prendre pour qu'ils puissent s'émanciper. Donc, et quand on est un président, supposons, on va prendre le cas d'un président qui était là depuis longtemps, quand on est un président comme Macky Sall, et qu'on ne présente même pas les condoléances quand on a une pirogue qui remplit des milliers de jeunes qui cherchent à fuir les pays, on ne présente pas les condoléances, c'est-à-dire on se moque complètement, on s'en fout complètement de la situation des populations. Comment est-ce que vous voulez que les jeunes, ou bien même que les populations, vous voient un exemple ou vous voient comme un leader qu'il faut suivre quand vous êtes accusé de corruption, quand vous êtes accusé de favoritisme, etc., etc. Les Sénégalais ne se reconnaissent pas dans ces modèles ou dans la vision ou dans la façon dont ils sont gérés. C'est pour cela qu'on ne suit pas forcément des présidents. À un moment donné, ça passe toujours à côté. C'est pourquoi... Puisqu'il s'agit là il s'agit d'un manque de vision de nos dirigeants. Mais c'est pourquoi quand on dit dirigeant, c'est quelqu'un qui est devant pour nous diriger. Oui, mais c'est pourquoi je donner des ordres, les Sénégalais nous imposer certaines choses. Savent bien voter. Les Sénégalais savent très bien voter. Mais il nous manque aussi un leader charismatique, capable de discuter et de pousser à ce que la population aille dans un sens pour le développement, justement, et pour avoir ce mindset de se dire on veut le développement, et le développement, on le tiendra comme ça. La Chine l'a eu avec Mao. Mais nous, on n'a pas encore ce type de leader. Oui. Tous les leaders pense aux élections. Ousmane Sonko, il pense à 2029. Diomaye, il pense au deuxième mandat, etc., etc. Donc, on n'a pas encore véritablement de leader. Mais c'est ça le problème, le mal. C'est que c'est la politisation à outrance de la transformation. Vous savez, moi, je suis un militant de la transformation. Mais la transformation, ce sont les acteurs de développement qui peuvent s'inscrire. Mais si c'est la partisanerie politique, et pourquoi nos acteurs économiques ne les font pas? Mais nos acteurs économiques aussi. Youssou il ne les fait pas. Monsieur CC, il ne les fait pas. Pourtant, c'est des personnes qui ont réussi. Atepa Goudiaby, pourquoi ils ne les font pas? Mais ils ne se dressent pas comme un seul homme pour dire nous avons réussi, nous avons utilisé ces méthodes-là pour réussir, comme ce que vous faites, vous. Mais vous partagez quand même vos réussites à travers vos développements personnels. Mais absolument. Pourquoi certains ne les font pas pour justement que les Sénégalais puissent aller de l'avant. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenir la population dans l'ignorance et la pauvreté, ça arrange tout le monde? C'est ça, non, moi je dis c'est le revers de la médaille. En général, les Sénégalais, ils n'aiment que les politiciens qui viennent vraiment dire, raconter des choses, essayer de... C'est parce qu'on leur a habitué comme ça. C'est parce qu'on est habitué. Il faut un changement de paradigme. Ce pays-là,
on doit vraiment le transformer. Et pour ça, il faut des entrepreneurs. Il nous faut des entrepreneurs et des leaders. Des entrepreneurs, nous en avons, des leaders, nous en avons. Et des leaders de la transformation. On en a en pagaille. En tout cas, le Sénégal a beaucoup d'expertise. Mais regardez bien. Le problème, c'est pas les gens, c'est ce qu'ils font. Non. Non, moi je dis, c'est quelque part le choix. Parce que ce sont les Sénégalais qui élisent. Regarde bien, tous ceux qui ont les compétences, en général, non, on ne les élit pas. Parce que c'est seulement les politiciens qui viennent avec des milliards en poche, les distribuent aux populations et on va te voter, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais ça, moi, je dis qu'il faut rompre avec ça. On est dans le 21e siècle. Nous vivons dans un monde de connaissances, de compétences. Il faut mettre les compétences au service de la transformation de notre pays. Sinon, c'est un éternel recommencement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ndiaye, pour d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que j'ai reçu monsieur Ndiaye qui, dans le cadre de sa tournée sur la diplomatie intellectuelle, et il est revenu largement sur son parcours, mais également sur ses ouvrages, et une centaine d'ouvrages disponibles sur Amazon que vous pouvez vous procurer. Et il y en a plusieurs sur Ousmane Sonko, le président Macky Sall. Il y en a également sur le président Bassirou Diomaye Faye, et sur Thione Balago Seck, mais également sur Céline Muntanka Mbaké. Donc tous ces ouvrages sont disponibles sur Amazon. Vous allez taper tout simplement. Il y a une référence sur Amazon. Genre non, sur Amazon, tapez seulement Alioune Ndiaye. Alioune Ndiaye, donc tu tapes Alioune Ndiaye, tu as tous les 115 ouvrages. Alors c'est intéressant, c'est transversal, il y en a sur le pétrole, sur le numérique, sur l'économie. Voilà, merci en tout cas de votre passage ici à Paris pour nous parler de tout ce que vous faites. On vous souhaite en tout cas un très bon retour au Sénégal et vous passerez nos salutations à nos frères sénégalais et vous leur transférez surtout en tout cas le froid que nous vivons ici et dites-leur surtout de ne pas venir. C'est mieux la chaleur là-bas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette émission? Mais moi, je dis que M. Sonko, il doit venir pour se rendre compte la chaleur ici. Parce que ici, il y a la froideur. Il doit venir pour apporter effectivement toute la chaleur dont et nous, on a besoin. Que devons-nous faire nous? Voilà. Et vous aussi, vous devez retourner parce que il ne faut pas rester ici parce que le pays a besoin de vous. Mais moi, j'ai voulu même parler sur la diaspora. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps parce qu'on a déjà. C'est pas grave. Donc, mais c'est pour vous dire que la diaspora est porteuse, n'est-ce pas, d'innovation, est porteuse de créativité, est porteuse d'innovation. Pour qu'on puisse quand même suffisamment la mobiliser, non pas à des fins de propagande politique, mais à des fins de transformation. La diaspora doit être vue comme, non pas comme une périphérie, mais comme au centre de la transformation de nos pays africains. Et moi, comme je suis un panafricaniste, à la lumière de professeur Cheikh Anta Diop, il faut basculer définitivement l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Merci, Michel Sow. Merci en tout cas, Monsieur Ndiaye, pour votre passage. On va encore vous retenir pour 30 secondes, ce qui est un exercice qui est assez particulier sur ce plateau, surtout dans cette émission Au cœur des acteurs. Oui. Et nous demandons très souvent à nos invités de dire quelques mots en soniké. Vous savez, vous êtes sur la chaîne Soniké, donc vous ne pouvez pas partir ici. Oui. D'ici, en tout cas, sans dire 2 ou 3 petits mots en soniké. Est-ce que vous avez en mémoire quelque chose que vous pouvez dire ou vous voulez qu'on vous donne soniké? Non, il faut me donner et je vais le dire quoi. Alors vous allez vous retourner devant votre caméra de ce côté-là et dire Salam Maremu Soniko Nakunia. Ok. Bon, là, c'est le Sérère que vous avez dit. Voilà. Bon, vous êtes quand même déclaré. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes quand même déclaré soniké à partir de maintenant. Mais merci beaucoup. On vous baptise enfant soniké, monsieur. Il n'y a pas de souci parce que moi, je suis au cœur de toutes les cultures. Moi, je suis universel. Je suis un citoyen du monde qui part à la découverte de son monde pour essayer de la transformer sur les idées.
Merci beaucoup en tout cas, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. La chaîne Soniké, c'est également des émissions en français, en Peul, en Wolof. Et je rappelle qu'il y a nos émissions qui vont commencer très bientôt en Mauritanie, en Poulard, mais également en français. Dans d'autres pays, nous sommes en train de nous implanter au fur et à mesure. Et la chaîne Soniké, c'est aussi d'autres langues, c'est l'ouverture, c'est partager le Sonikara à d'autres, mais également s'ouvrir aux autres. Et d'où l'importance d'avoir ce type d'émission en français pour pouvoir effectivement vous partager l'expertise des autres qui ne sont pas forcément soniqués. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission au cœur des acteurs. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.